À 8 ans, Mélanie est victime d'un viol. Choquée et traumatisée, elle gardera cette agression silencieuse pendant 30 ans. Cet épisode marquera à jamais son enfance et sa vie. Selon les psychologues, les violences sexuelles font partie des agressions les plus dévastatrices qui soient. Mais avec de l'aide, il est possible de reconstruire ce qui a été abîmé et de retrouver confiance en soi, en les autres et en la vie. Des années après son agression, Mélanie Unguet s'est reconstruite. Le pardon a été au cœur de cette reconstruction. Elle a même raconté son histoire dans son livre « Lettre à mon violeur ». Alors Mélanie, vous avez subi un viol à l'âge de 8 ans. C'était dans quelles circonstances? D'abord, merci ma vie pour cette invitation, de m'avoir vraiment honorée d'être là. C'est vraiment un vrai plaisir pour moi de partager mon histoire avec votre public. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Ça s'est passé simplement dans la cour. En fait, mes parents vivaient en fait dans une cour commune. Il y avait un voisin qui était tellement gentil, au-dessus de tout soupçon. Mes parents l'adoraient. Les enfants qui étaient dans cette cour, tout le monde l'aimait parce qu'il était gentil, il était adorable. C'est pas un jeune homme, hein, il avait déjà la trentaine. Il a déjà une femme et sa femme vit aussi dans la cour que mes parents. Et ce jour-là, c'était un après-midi. Et en fait, il a une petite fille que moi, je la prenais comme ma poupée, en fait. D'accord. Et tout le temps, j'étais avec cette petite quand je suis pas à l'école. Et ce jour-là, c'était un jour, entre guillemets, basique, normal, comme les autres jours. Et la petite était avec moi, elle s'est endormie, donc je l'ai amenée dans la chambre de ses parents, comme d'habitude en fait. Et je l'ai mis au lit, voilà, moi j'ai continué, je suis sortie, je suis allée commencer à jouer. Et mon violeur m'a appelée, il m'a dit, Mélanie, viens. Bon, je croyais qu'il voulait me poser une question concernant sa fille. Mais hélas, je suis rentrée dans cet appartement en croyant que voilà, je vais répondre à une question, après j'allais sortir. Mais c'était vraiment tout sauf ça. Ce monsieur a commencé à me demander si la petite avait mangé. Et du coup, il a commencé à enlever mon pagne. J'avais un pagne. En Afrique, je n'étais pas en pantalon ni en jupe. J'avais un pagne avec en haut. Il a commencé à enlever mon pagne. Je ne comprenais pas. Donc, j'étais tétanisée. Pour moi, je ne m'y attendais pas. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait, au fait. Ouais. Je n'avais aucune sensibilisation concernant mon corps, je ne savais rien. Et du coup, du haut de mes 8 ans, il m'a pris comme ça, il m'a mis sur son lit, voilà. Et ça s'est passé comme ça. Wow. J'étais tétanisée, je n'ai pas crié, j'osais pas. Il s'est passé tellement de choses parce que je découvre quelque chose que je n'ai jamais vu faire. Je n'ai jamais entendu parler de ça, je n'ai jamais vu le sexe de mon père. Donc, pour moi, c'était tellement d'informations que j'étais tétanisée, au fait. Et je pleurais, ça a duré pour moi une éternité parce que il me faisait mal. Et je pleurais, donc voilà, une petite fille de 8 ans qui vient de découvrir ce que c'est que le sexe, qui ne s'est pas du tout habituée, qui n'a pas été préparée pour ça, au fait. Donc voilà, c'était les circonstances et voilà, ce jour-là, cette Mélanie qui était rentrée dans cet appartement n'était pas sortie. De la même façon. Elle avait laissé quelque chose. Cette Mélanie avait laissé le côté joyeux, voilà. J'étais une fille très joyeuse, je sautais tout le temps, j'étais vraiment serviable. Mais j'étais sortie de cet appartement, j'étais devenue une autre personne parce que j'ai laissé la vraie Mélanie dans cet appartement. Et je suis sortie de là, j'ai pris une douche comme si, en me douchant, tout ce qui s'est passé allait partir. Et vos parents étaient là ce jour-là? Non. Il n'y avait personne à la maison? Non, il n'y avait que mes sœurs à la maison parce que mon papa, il travaille. Il travaillait à l'époque. Ma mère, elle a son commerce au marché. Donc, normalement, en journée, j'étais avec ma grande sœur et ma petite sœur. Et voilà, donc, c'était comme ça. On va à l'école, on rentre à la maison, on mange, maman, elle prépare déjà. Voilà, donc, on se gérait, au fait. Et ce jour-là, personne n'a rien su. Ma sœur, la seule chose qu'elle avait remarqué, elle a vu que je me suis douchée pendant très très longtemps. À un moment donné, elle m'a dit, mais pourquoi tu te douches autant? Je ne pourrais pas ouvrir ma bouche. Parce que mon agresseur m'a quand même dit, si tu parles, on ne va pas te croire.
Ah oui. Ah oui. Et donc, ça ne vous a même pas traversé l'idée, l'esprit de le dire à vos parents? Mais j'avais peur. Parce que chez moi, quand un adulte parle, ce qu'il dit, c'est la vérité. Moi, j'avais peur d'être punie après. J'avais peur qu'on ne me croie pas. J'avais peur que mes parents me rejettent. Ouais. Parce que voilà, on va dire qu'elle a menti. Donc, dans la tête d'une petite fille de 8 ans, il se passait tellement de choses que même si le fait de n'avoir rien dit, pour moi, c'était pour me protéger. Parce que mes parents me disent que je mens, c'est difficile, ce serait vraiment difficile pour moi. Donc du coup, voilà, ce que j'ai trouvé, c'est ne rien dire, mais vivre. Mais je n'étais plus la même fille. Mes parents, ils comprenaient pas. J'étais devenue la fille têtue. Je me bagarrais tout le temps. Avant, je ne me bagarrais jamais. Donc j'étais devenue cette fille qui se bagarrait tout le temps avec les garçons, juste avec les garçons. D'accord. Et vous en vouliez quand même à vos parents, surtout à votre père, bien qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé. Pourquoi vous lui en vouliez? Mon papa était mon héros. Oui. Et un héros est là pour vous sauver. Mais mon père ne m'a pas sauvée, mais parce qu'il n'était pas au courant. Mais dans la tête de la petite fille que j'étais, c'était mon cri d'alarme, en fait. Venez me sauver par tout mon comportement que mon père ne supportait plus. Parce que j'étais devenue vraiment arrogante, rebelle, tout ce que vous voulez. Je lui répondais, mais mal. Oh, j'étais une fille qui ne répondait pas à son père. Donc, pour moi, à travers mon comportement, papa devrait déceler que quelque chose n'allait pas. Et allait me faire justice. J'attendais cette justice. Mais mon père n'était pas au courant. Il était dans l'ignorance. Il ne s'est pas posé la question, mais pourquoi ma fille, son comportement a changé? Donc j'en ai voulu tellement à mon père. Et du coup, l'image du père, pour moi, s'est dégradée. Parce que le père, il sert à quoi, au fait? Donc j'ai grandi avec une image déformée du père, de la jante masculine. Et c'est très destructeur, vraiment. Et vous avez gardé le silence pendant combien de temps? Pendant plus de 30 ans. Oui, pendant plus de 30 ans, parce que j'avais toujours cette peur qu'on ne me croie pas. Pourquoi tu n'as pas parlé? Est-ce que tu es sûr? Et j'ai gardé ça, mais c'est quelque chose qui me rongeait au-dedans de moi. J'ai grandi. À un moment donné, mes parents ont déménagé, nous sommes rentrés dans la maison de mes parents. Et j'étais contente, je me suis dit, c'est fini, cette histoire est derrière moi. Mais en fait, je suis partie dans cette maison avec cette souffrance, avec cette histoire qui m'est collée à la peau, en fait. Et pendant 30 ans, je ne pouvais pas parler. Parce qu'au-dedans de moi, j'étais comme la coupable, au fait. Je me sentais comme la coupable. J'avais honte. J'avais honte de moi-même. Vous imaginez, si on ne s'aime pas soi-même, on a honte de soi. À cause d'une histoire. Qu'est-ce que les autres vont penser? Pendant plus de 30 ans, j'ai vécu avec ça, j'ai grandi, mais hélas, ça fait beaucoup de dégâts. On en parlera tout à l'heure après la pause. Vous aimez les enfants et vous souhaitez travailler en leur compagnie, ça tombe bien. Le CFA Kelassi School lance la formation accompagnant éducatif petite enfance en alternance. Cette formation se déroulera sur une année à compter de la rentrée. Au programme, nos formateurs expérimentés dans le domaine de la petite enfance vous communiqueront des informations et des techniques pour assurer l'entretien, l'encadrement et l'accompagnement d'enfants de 0 à 6 ans. Vous contribuerez ainsi à leur éducation, à leur développement et à leur épanouissement personnel. Grâce à notre réseau de partenaires, vous serez placé en entreprise dès la validation de votre inscription. À la fin de votre formation, vous obtiendrez un titre RNCP de niveau 3 reconnu par l'État. Vous aurez aussi la possibilité de trouver du travail rapidement dans le secteur de la petite enfance en forte demande. Alors pour postuler, envoyez un mail à l'adresse contact@kelassi-school.com ou téléphonez au 06 29 28 94 33.
De retour sur le plateau de Résilience avec Mélanie. Mélanie qui a subi un viol à l'âge de 8 ans. On en parlait tout à l'heure avant la pub. Et cette agression a bouleversé votre vie, Mélanie. D'ailleurs, à ce sujet, les psychologues pensent que les violences sexuelles, font partie des violences les plus dévastatrices qu'il soit. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de répondre à cette question, je vais dire les conséquences que cet acte, le viol, laisse chez sa personne, détruit la personne. Parce que c'est une destruction qui est physique et psychologique. Pour ma part, lorsque j'ai quitté cet appartement, cet homme, il avait volé mon enfance. Et en même temps, il a volé mon adulte. Comment vous pouvez vivre sans savoir qui vous êtes? Il a volé mon identité. Comment je peux vivre sans savoir qui je suis? Ma confiance en moi, il a volé tout ça. Parce que après ce viol, relation instable, je n'avais plus confiance en moi. Mais je n'avais plus confiance aux autres. Les autres, pour moi, ils sont tous des prédateurs. Donc ça a détruit. Ça, comme je parlais de mon père aussi, ma relation avec mon père, il l'a détruit au fait. Donc comment on peut s'en sortir sans qu'il n'y ait pas de séquelles? On peut s'en sortir. Mais pour répondre à cette question, oui, ça détruit au-dedans de la personne. Parfois, ce n'est pas que physique. Parce qu'on arrive à camoufler. C'était mon cas. Je peux rigoler avec vous, mais au-dedans de moi, je pleurais. Et ça m'a détruit de l'intérieur. Ça a tout dévasté, au fait, au-dedans de moi. Et j'avais plus rien à donner. Parce qu'on ne donne que ce qu'on a au-dedans de soi. Mais j'ai été tellement détruite que j'avais que la haine. J'avais que les murmures à donner. À quiconque se présente devant moi, je n'ai rien à donner. Donc cette personne, j'ai été tellement détruite que j'avais plus rien. J'avais plus rien à perdre. Ma vie ne valait même plus la peine. Pour moi, j'étais sur la terre inutilement. Je ne savais même pas comment Dieu a fait pour me maintenir. J'ai failli mettre fin à ma vie. Parce qu'au-dedans de moi, il n'y avait plus rien. Oui, le viol, c'est un acte qui détruit. Mais qui ne détruit pas que la personne, mais son entourage aussi. Parce que si mes parents n'étaient pas solides, le couple de mes parents allait se déchirer aussi. Parce que j'étais devenue tellement un cas insupportable. Donc quelqu'un qui viole quelqu'un, c'est toute une famille au fait, que la personne est en train de détruire sans se rendre compte au fait. Donc oui, je partage à 200% ce qu'ils ont dit, les psychologues. Parce que psychologiquement, la personne est instable. Parce qu'on est tellement accroché à ce qu'on nous a fait. Et cette douleur qui est là, qui crie, mais fais quelque chose. Mais on ne sait pas, moi personnellement, je ne savais pas avec qui tourner. Et donc ça continuait à me détruire tous les jours que Dieu faisait. Et à chaque fois, je voyais un exemple. Quand j'entendais à la télé, on parlait du viol. Vous savez, j'avais tellement cette rage au-dedans de moi que parfois j'ai envie de traverser l'écran pour aller prendre ces personnes qui parlent de viol, qui n'ont pas vécu au fait. Donc c'est tellement fort, c'est tellement destructeur et c'est très grave au fait. Alors là, on évoque les conséquences de cet acte odieux. Alors, est-ce qu'il est possible de se reconstruire après un viol? Oui. Comment? Je suis la preuve. Comment vous avez fait? Comment? Je vais dire, la première des choses, il faut avoir cette envie de s'en sortir. Il faut être déterminé. Il faut accepter de payer le prix. Que ça soit le prix financier, que ça soit le temps, des moments où on revit ce qui s'est passé, des pleurs. Oui, on peut s'en sortir. Pour ma part, après 30 ans, ma vie était vraiment cassée. Vraiment, ma vie était inutile. Je tournais en rond. Rien n'avançait. Mes relations avec les hommes, tout ça, c'était vraiment le désert et c'était le chaos absolu. À un moment donné, j'ai fait le tour. Je regarde ma vie. Je dis non. Regarde telle personne. Vous avez grandi ensemble. Mais toi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et de là, j'ai dit, soit je meurs, soit je fais quelque chose pour m'en sortir de cette situation. Cette situation qui me faisait pleurer la nuit. Quand je me retrouvais toute seule, je pleurais parce que mon âme pleure. Et cette souffrance,
j'étais la seule à porter cette souffrance. Personne ne voyait cette souffrance parce que j'arrivais à camoufler. Mais à un moment donné, j'en avais marre, j'avais envie de m'en sortir. Alors j'ai commencé à toquer à toutes les portes. Au début, je croyais juste aller voir un psychologue, ça allait régler mon affaire. Mais non. Mon cas, c'était pas le psychologue. J'en ai eu 3. Mais j'ai compris qu'il n'avait pas la solution à mon problème. Moi-même, je ne savais pas quoi faire. Mais lorsque j'avais pris cette décision, vraiment, j'étais décidée à m'en sortir. Il y a eu des connexions qui se sont faites. Et au détour d'une formation, j'ai appris que pour que je puisse avancer dans ma vie, il fallait que je pardonne. J'ai dit, quoi? Moi, je vais pardonner celui qui a volé 30 ans de ma vie? Il est hors de question que je pardonne à cette personne. Et je me suis accrochée à ça. Après, je me suis dit, j'ai essayé sans le pardon, j'ai vu ma vie. Le résultat est médiocre. Il fallait que je fasse autre chose pour prétendre avoir un autre résultat. Alors j'ai dit, ok, on va essayer de pardonner cette personne pour voir ce que ça allait donner. Et j'avoue, ce n'était pas une chose facile. De se dire, ok, je me suis nourrie de ça pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, je veux laisser cette personne partir. J'ai pleuré. J'ai eu mal. Mais Dieu m'a fait grâce. Et j'ai pu pardonner cette personne. Et le jour où je l'ai pardonné, là, la guérison a commencé à partir de ce jour-là. C'est comme si j'avais un caillou dans mes chaussures et que je courais. Je ne pouvais pas aller loin. Il fallait que je libère cette personne qui a pris toute la place dans ma vie, au fait, dans mon cœur. Mais j'étais tout le temps enragée contre les gens. Mais le jour où je l'ai réellement pardonné, cet homme, et je me suis pardonnée, parce qu'il faut se pardonner soi-même. Parce que je me détestais. Quand je me vois, je n'osais même pas me regarder dans la glace. Ce que je voyais, ça ne me plaisait pas. J'avais honte de moi, de ma personne. Donc le jour où je l'ai pardonné, et je me suis pardonnée, les choses ont commencé à aller. Et il y a eu des connexions qui se sont faites. Et là, j'ai trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Et j'ai compris que l'aide dont j'avais besoin, ce n'était pas les psychologues pour ma part. J'avais besoin de pardonner. Et après, de commencer à suivre une thérapie avec un coach qui est aussi neurosciences, qui a fait aussi de tout ce qui est cerveau, tout ça. Donc, du coup, cette personne a commencé à m'accompagner. Et j'ai commencé à comprendre ce qui s'est passé dans ma vie. Et petit à petit, la guérison, Dieu aussi était là. Moi, je suis croyante. Et c'est le fait que j'ai pu pardonner cette personne. Dieu a commencé à opérer dans ma vie. Et j'ai commencé à voir des choses qui tombaient. Et l'éclat est revenu sur mon visage. J'étais quelqu'un de très sombre avant. Et vraiment, après ce pardon, voilà. J'ai commencé l'accompagnement, tout ça. Et c'est de là que la guérison s'est opérée, avec l'aide de Dieu aussi. Et du coup, aujourd'hui, je peux parler de ce viol où j'ai mis 30 ans. Au début, quand j'entends parler du viol, j'avais envie de pleurer. Je revivais, en fait, l'histoire. Je revivais la scène. C'était la scène que je revivais. Et avec toute la douleur que ça comportait. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je peux en parler. J'ai du recul. Et voilà, je ne suis plus affectée, j'ai plus les pleurs. Je vous parle avec le sourire. C'est vraiment de vrais sourires, en fait. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, vous avez retrouvé confiance en vous. Vous avez une image positive des autres. Exactement. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon estime de moi-même. J'ai retrouvé vraiment des relations stables avec les autres. J'ai pu pardonner mon papa. Mon papa n'a jamais su jusqu'à son décès. Donc, je ne lui ai jamais parlé. Mes parents, ma mère aussi. Et j'ai pardonné à mon père de quelque chose qu'il n'avait pas eu connaissance. Donc, il ne pouvait rien faire. Et voilà, aujourd'hui, voilà, ma relation avec la gente masculine, elle est apaisée. Avec moi-même, c'est apaisé. Et vraiment, je retrouve une vie sereine. Ce qui me manquait pendant plus de 30 ans, la sérénité. Voilà. Et vous avez écrit votre histoire, en tout cas, vous avez raconté votre histoire dans votre livre, Lettre à mon violeur, que vous avez ici. Un petit mot dessus? En fait, qu'est-ce qui m'a amené à écrire un livre, sachant que je suis restée 30 ans silencieuse? Lorsque j'ai été guérie,
j'ai ressenti au fond de moi que je devais écrire un livre. J'ai dit, Seigneur, moi, je ne suis pas écrivaine. Je ne vais pas écrire un livre. Parce que j'avais peur de qu'en dira-t-on. Elle a vécu ça. Qu'est-ce que mes collègues allaient penser de moi? J'avais cette peur de qu'en dira-t-on. Mais j'étais au-dedans de moi frustrée le fait que je n'écrivais pas mon histoire sur papier. Et à un moment, j'ai dit, ok, c'est bon. Je vais écrire. Si c'est Dieu qui veut que j'écrive, je vais écrire simplement pour avoir la paix au-dedans de moi. Et quand j'ai commencé à écrire ce livre, intitulé « Lettre à mon violeur », il y a une lettre que j'ai écrite pour mon violeur qui est dans ce livre. Là, j'ai pleuré, mais c'était des larmes de délivrance. Et voilà, ce livre, c'est mon histoire. Je raconte ce qui s'est passé. Et je donne aussi des clés. Pourquoi des clés aux parents? Parce que moi, j'ai vécu ça parce que je n'ai pas été protégée. Mes parents n'étaient pas là. Ils couraient pour que tout aille bien pour les enfants, pour que nous puissions avoir ce dont nous avons besoin. Mais je souffrais à côté, ils n'avaient rien vu. Ils étaient dans l'ignorance. Donc, j'ai écrit ce livre aussi pour sensibiliser les parents. Nous avons des enfants, mais nos enfants, ce qu'ils vivent quand on n'est pas là, nous ne savons rien. Mais il faudrait que nous nous intéressions à la vie de nos enfants. Ça, c'est la première des choses. Tu es papa, tu es maman. Ton enfant, tu pars le matin, tu reviens le soir. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Nous devons prendre un peu de temps pour nos enfants. C'est pour eux que nous allons aller travailler. C'est pour eux que nous faisons le business. Mais pour que ces enfants puissent vraiment profiter du fruit du travail de nos parents, il faudrait qu'ils soient bien au-dedans d'eux. Donc, en fait, ce livre aussi, c'est pour sensibiliser les parents. Faisons attention aux enfants. Moi, j'ai eu un changement de comportement du jour au lendemain. Mais ça n'a pas alerté mes parents de se dire, mais cette fille, elle n'est pas comme ça. Mais que s'est-il passé? J'attendais ça, que mes parents me posent des questions. Mais je n'ai jamais eu ces questions. C'est pour ça que je voudrais dire aux parents, les enfants, c'est bien, mais prenons du temps pour eux. Après l'école, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas que le viol, ça peut être aussi l'harcèlement scolaire. Que les enfants subissent des choses et les parents qui vivent à côté ne voient pas. Je nous invite, prenons un peu le temps pour nos enfants. Interrogeons-les. Comment ça s'est passé ta journée? Tu as fait quoi? Les enfants parlent. Si nous nous prêtons attention, à table, quand l'enfant mange, posons-lui des questions. Mais faisons en telle sorte que l'enfant se sente bien à la maison. Abordons tous les sujets avec nos enfants. C'est important. Parce que si on ne le fait pas, c'est dehors, l'enfant va aller apprendre des choses dehors. Mais ces choses, peut-être, ça va être déformé. Mais si nous voulons que nos enfants, quel que soit le sujet, qu'ils aient vraiment une vérité, une information précise et concrète sur un sujet, c'est à nous d'aborder ce sujet à la maison avec l'enfant. Pour que l'enfant sache qu'il y a ça, il faut qu'il fasse attention. Si moi, mes parents m'avaient parlé de mon corps en me disant ton corps, c'est que pour toi. Personne n'a le droit de te faire telle chose. Cet homme, quand il avait commencé, j'aurais pu lui dire non. J'aurais pu crier parce que j'ai été sensibilisée, j'ai été éduquée, j'ai eu l'information. Mais sinon, j'aurais même pu parler aux parents s'il y avait cette ambiance à la maison qui me permettait de parler. Et je n'allais pas croire au mensonge de cet homme qui m'avait dit si tu parlais, tes parents n'allaient pas te croire. Donc, je nous invite, parlons aux enfants, sensibilisons nos enfants. Et moi, je vous dis vraiment, lorsqu'un enfant change de comportement, il faut se dire qu'il y a quelque chose. L'enfant ne change pas sans il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Et c'est à nous, parents, d'aller chercher ce qui se cache. Vraiment lui montrer notre amour, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit ce qu'on va découvrir, qu'on va toujours aimer cet enfant. Parce qu'on a besoin, l'enfant a besoin de l'amour de ses parents. Et dès lors que l'enfant se dit, si le papa ou maman est au courant de ça, peut-être on va m'aimer moins, l'enfant est capable de garder quelque chose qui va le détruire tous les jours et que les parents ne vont pas voir. Donc oui, il faudrait que ce livre, c'est tout le monde, hein, c'est tout public, mais vraiment,
je tiens à la sensibilisation de nos enfants, de nos parents, vraiment qu'ils fassent attention. Parce que pourquoi on fait les enfants si on n'est pas capable de leur apporter ne serait-ce qu'un bien-être mental? Parce que c'est bien qu'on ait les jouets, qu'on va dans les écoles chères. Mais si psychologiquement l'enfant est détruite, qu'est-ce que ça va apporter? Rien. Exactement. Moi, j'ai vécu jusqu'à mes 30, 38 ans, 39 ans, 38 ans. J'étais dans le chaos. C'est quoi cette vie? Ce n'est pas une vie. Et je ne souhaite ça à personne d'autre. C'est mon cri de cœur. Et c'est pour ça que je vous remercie, ma vie, pour ce que vous faites. Parce que quelqu'un qui a peut-être vécu le viol comme moi je l'ai vécu, si tu m'entends, sache que tu as la possibilité de t'en sortir. C'est possible de s'en sortir, mais il faut prendre la décision. Il y a un prix à payer, mais ce n'est pas impossible. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Mélanie. Votre message est bien passé. Je vous remercie encore une fois d'avoir accepté de témoigner sur ce sujet difficile. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de Résilience. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve au prochain numéro. Zappy's greatest production.